Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Vous trouvez pas ça génial, vous, quand c'est l'anniversaire des autres, mais que ce sont eux qui vous font des cadeaux? Parce que on fait les 12 ans d'AliExpress en ce moment. Hein, on va mettre leur petit logo ici. Mais ce sont eux qui m'ont envoyé les 3 objets que vous voyez aujourd'hui devant moi. Ils m'en ont même envoyé 4 à vrai dire. Mais le 4e fera l'objet d'une vidéo séparée parce qu'il n'a absolument rien à voir avec les 3 objets d'aujourd'hui, qui sont des objets dédiés au gaming. Je peux vous spoiler, le 4e objet, c'est un robot qui lave les carreaux. J'ai très hâte d'ailleurs d'avoir mon esclave personnel pour laver mes carreaux, parce que c'est une des pires corvées, je trouve, qu'il y a à faire chez moi. En tout cas, aujourd'hui, ce sont 3 objets gaming qu'on va tester. On pourrait presque même dire 3 manettes, et si je dis presque, c'est parce que le 3e objet est un petit peu différent des 2 autres. Mais les 2 premiers objets sont des objets de chez 8BitDo, tous les 2 des manettes, celle-ci destinée à Android et celle-ci à la Switch Lite. Ça, c'est plus une espèce de système de refroidissement pour les smartphones qui permet de jouer, bien sûr, mais on va voir ça dans le détail dans un instant. C'est parti pour le test de ces 3 objets gaming de chez AliExpress. On y va. Et voici donc les 3 objets que nous allons tester aujourd'hui, envoyés par AliExpress, tous les 3 des objets gaming. On a d'abord une manette 8BitDo qui est conçue spécifiquement pour la Nintendo Switch, mais qui est également compatible Windows. Voilà. On a une autre manette de chez 8BitDo, mais cette fois-ci qui est prévue pour Android, mais qui est elle aussi compatible Windows. On atteste le logo Xbox ici, hein. Tout ce qui est compatible Xbox est compatible Windows et vice-versa. Voilà, mais c'est fourni avec un clips pour les smartphones, c'est pour ça qu'ils ont marqué Android en haut. Et enfin, nous avons ce qui ressemble à une manette, en tout cas, hein, avec un ventilateur au milieu, de chez Gameser, le Snowgun, qui est en fait non pas une manette, même si bon, ça en a la forme, mais en réalité un ventirad pour votre smartphone, quelque chose pour le refroidir pendant vos sessions de jeu. Cet objet est un petit peu particulier, on va le voir à la fin de la vidéo. Et pour commencer, on va faire la manette pour la Nintendo Switch. C'est parti! Comme toujours chez 8BitDo, on est sur un emballage qui trouve le moyen d'être sympathique malgré une grande sobriété. La manette que j'ai reçue est la version jaune, mais bien sûr, elle est disponible dans tous les coloris que vous pouvez avoir également sur une Nintendo Switch. Bon, moi j'aurais préféré la rose parce que ma femme avait acheté une Switch Lite rose, mais c'est pas grave, après tout, c'est pas forcément plus mal d'avoir des couleurs différentes pour les objets. Souvenez-vous, la N64, elle était grise et pourtant les manettes étaient vendues de toutes les couleurs après tout. Donc, la particularité numéro 1 de cette manette, c'est d'être ultra compacte, évidemment, pour vous suivre partout avec votre Nintendo Switch. Mais pour arriver à rendre cette manette la plus compacte possible, 8BitDo a fait le pari osé, risqué, audacieux de remplacer les sticks analogiques par des croix directionnelles. C'est pour ça que vous voyez ici 2 croix. On a toujours pourtant la deuxième croix entre guillemets type Joy-Con avec ses 4 boutons séparés et les 4 boutons d'action ici à droite. Mais il n'y a plus aucun stick, ce sont des croix directionnelles à la place. Et en plus de ça, vous voyez que, si vous regardez attentivement, il y a les boutons L3 et R3 au milieu des croix, donc ça risque d'être assez exotique. Allez, on procède tout de suite au déboîtage. Donc normalement, chez 8BitDo, on a une cale en plastique. C'est ça. Ensuite, donc, on a la manette directement. J'aime beaucoup ce jaune canari, là, très pétant. Il est vraiment sympa. C'est pas un jaune, ça fait pas vanne de la poste, quoi. Ça fait vraiment friandise. C'est vraiment super sympa avec les contrôles blancs, comme ça, très cool. La notice en dépliant, façon notice de Doliprane, qui vous expliquera pas grand-chose, hein. Vraiment, le seul truc à comprendre, c'est qu'il y a une fonction turbo. Il faut appuyer sur un bouton, rester appuyé et appuyer sur l'étoile, et ça donne la fonction turbo à ce bouton-là. Voilà. C'est le seul truc que vous avez besoin de savoir. Donc voilà, maintenant que je vous l'ai dit, vous n'avez même plus besoin de la notice. Et puis, on a un câble de recharge, logoté de chez 8BitDo. Toujours super joli, gris façon un peu accessoire pour la NES et tout ça, en USB type C. Allez, on va regarder cette manette de plus près. Clairement, on est face à un ovni, hein, cette idée étrange de remplacer les sticks par des croix. Soit ce sera l'idée du siècle, soit ce sera la pire idée qui soit. Mais on peut pas enlever à cette manette un certain charme. Elle est vraiment super mignonne avec ses couleurs acidulées comme ça. Son gabarit qui fait un peu penser à un smartphone. Moi j'aime bien. C'est vraiment le genre de truc que vous pouvez glisser dans votre poche de chemise. C'est pas excessivement lourd, mais c'est pas non plus léger dans le sens où ça ferait cheap. C'est vraiment un produit qui fait envie, en tout cas. Comme ça, de le tenir dans les mains, on a vraiment envie de faire une petite partie avec. C'est sympa, voilà. Il y a le petit élément de bascule ici
qui permet de passer du mode Switch au mode Windows. Et puis sinon, bah, vous retrouvez exactement tous les boutons d'une manette Switch, absolument tous. Les boutons L2 et R2 sont ici, L3 et R3 sont vraiment au centre de chaque croix, ce qui fait que c'est presque impossible d'ailleurs d'appuyer dessus sans appuyer sur une des directions de la croix en même temps. Donc je pense que heureusement que peu de jeux finalement ont besoin de ce bouton central, parce qu'à mon avis c'est un des boutons les moins pratiques à utiliser sur cette manette. Voilà. Mais bon, écoutez, ce qu'on va faire, bah, on va brancher ça à la Switch Lite de ma femme. Et puis je vais faire une petite partie, je crois qu'elle a Animal Crossing de préinstallé. Ce sera parfait. Voilà, j'ai appairé la manette avec la Nintendo Switch Lite, parce que oui, on peut appairer des manettes à la Switch Lite, pour ceux qui ne le savaient pas encore. C'est reconnu comme une manette Pro, c'est normal, hein, puisqu'il n'y a pas cette séparation au centre pour être reconnu comme des Joy-Con. Il y a un gyroscope à l'intérieur de cette manette, mais il n'y en a qu'un seul. Donc dès l'instant qu'il n'y en a qu'un seul, c'est reconnu comme une manette Pro par la Switch. Voilà, donc bah écoutez, on va essayer de se déplacer. Alors dans Animal Crossing, le fait de n'avoir qu'une croix directionnelle ne sera pas très gênant à vrai dire, parce que c'est un jeu qui fonctionne sur un niveau matriciel, hein. Vous vous déplacez sur une grille en fait, hein, dans Animal Crossing. Donc là, typiquement, ça fonctionne bien. C'est là qu'on voit que ça fait longtemps que ma femme n'a pas joué, parce qu'elle laisse traîner des plans par terre, alors que depuis la dernière mise à jour, on peut les ranger à la maison, hein, dans son stockage. Voilà. Mais ouais, bah écoutez, ça marche. Alors le personnage ne peut que courir, du coup. On peut pas marcher tout doucement, puisque bah, on n'a pas l'analogique du stick, donc forcément on est obligé d'aller à toute berzingue. Bon, dans ce jeu-là, encore une fois, c'est pas très grave, puisqu'il y a un bouton pour courir plus vite, de toute façon, celui-là. Donc voilà, vous pouvez de toute façon courir un peu moins vite, juste en n'appuyant pas sur la touche. Mais forcément, bah, vous êtes limité à 8 directions, quoi. Vous pouvez pas faire autre chose que d'utiliser des diagonales. Vous voyez, quand je tourne, on voit bien que le personnage le fait par à-coups, et non pas de manière fluide. Tourner sur soi-même révélera de l'exploit avec cette manette, hein, très clairement. Donc si vous jouez à des jeux en 2D, ou à des jeux type les jeux de baston, les trucs comme ça, ce sera pas excessivement gênant. Mais si vous jouez à un jeu d'aventure où le personnage doit se déplacer avec précision, un jeu de plateforme ou des trucs comme ça, ce sera pas la manette pour Mario Odyssey, hein. C'est pas avec elle que vous ferez des méga scores dans ces jeux-là, hein. Donc bon, disons que ça dépanne, ça permet à un joueur 2 de vous rejoindre sur un jeu comme ça, qui permet de jouer à 2 sur la même machine. C'est pas le cas d'Animal Crossing d'ailleurs. Mais ouais, bon, pourquoi pas, ça dépanne, ça prend pas beaucoup de place. S'il vous faut une manette avec des vrais sticks, il y a celle de chez Gulikit que j'avais déjà testée précédemment, mais celle-ci a l'avantage d'être moins chère, d'être plus compacte, d'être plus légère, voilà. Et puis d'avoir la qualité 8-bit Do aussi, parce que celle quand même de chez Gulikit était pas mal, mais niveau qualité 8-bit Do reste quand même un des meilleurs constructeurs de produits tierce partie que j'ai jamais vu. Allez, on enchaîne avec le deuxième produit de ce trio de test, la manette Xbox pour Android de chez 8-bit Do. Oui, Xbox et Android. Je sais que c'est un petit peu un curieux métissage, mais en fait, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que c'est un produit HID, donc qui est reconnu par Windows sans le moindre pilote nécessaire, et qui, donc, par extension, sera aussi reconnu par des systèmes qui sont compatibles HID, comme Android. Et s'ils l'ont estampillé Android sur l'emballage ici, c'est très certainement parce qu'il y a le Clips pour smartphone fourni dans cette version-là. Apparemment, cette manette serait vendue avec plusieurs packages différents, et donc moi j'ai reçu celui qui a le Clips pour smartphone. On en voit d'ailleurs une mise en situation à l'arrière de la boîte. Alors, on va procéder au déboîtage. Voilà, j'espère que vous allez y voir quelque chose, parce que la couleur dominante de ce produit, c'est le noir, et c'est jamais facile de filmer un produit qui est tout noir. Ça a tendance à devenir un petit peu un gros pavé noir à l'image. J'ai mis mon petit Projo, vous voyez, si je l'éteins, on a l'impression que la manette, elle est à contre-jour. C'est assez pénible. Donc, on a la manette en elle-même, bien sûr, le Clips pour les smartphones, qui est plutôt pas mal, parce que vous voyez, il est avec des cliquets, et en plus, cette partie-là est en alu brossé. Voilà, j'imagine que c'est pour que les ressorts à l'intérieur soient mieux protégés. En tout cas, ça va bien tenir, ça c'est clair. Et puis on a à nouveau la petite notice façon Doliprane qui, cette fois-ci, nous expliquera que vous pouvez swapper les touches. C'est-à-dire que vous pouvez littéralement inverser, je sais pas, les boutons L et R, ou faire en sorte que X et B permutent de position, ou des choses comme ça. Pas pourquoi vous auriez envie de faire ça, mais pourquoi pas. Vous pouvez aussi désactiver la portion analogique des gâchettes, puisque vous voyez que ces gâchettes sont analogiques, elles ont une petite course. Mais vous pouvez faire en sorte qu'elles se comportent comme un bête bouton, tout ça en faisant certaines combinaisons de touches.
sur la manette. Et puis bien sûr, on retrouve toujours notre câble de recharge, alors cette fois-ci couleur Xbox, donc noir, toujours de l'USB type C et toujours logoté 8-bit Do. Allez, on va faire un petit gros plan sur la manette. C'est là que je suis content d'avoir ma torche parce que vraiment, c'est un produit très noir. Pas facile de vous filmer quelque chose sans elle. D'ailleurs, vous remarquerez que les boutons sont noirs avec juste les inscriptions en couleur. C'est dommage, je ne sais pas pourquoi 8-bit Do n'a pas mis des boutons en couleur avec des inscriptions blanches ou noires dessus, ou en relief même carrément. Ça aurait été peut-être un petit peu plus péchu, un petit peu plus coloré. Mais bon, ils ont voulu jouer la carte de la sobriété, après tout, pourquoi pas. Bouton Xbox caoutchouteux sur le dessus ici. C'est assez bizarre, mais ça marche. Et la croix directionnelle, toujours aussi bonne. Les sticks, toujours aussi doux. Toujours aussi tendre aussi le caoutchouc, attention. C'est le genre de caoutchouc qui peut partir assez vite. Si vous avez les doigts un peu rugueux, un peu râpeux, pensez peut-être à mettre des petits capuchons de protection par-dessus vos sticks. Hein, voilà. Mettez des capuchons sur vos sticks, sortez couverts. Sinon, bah, à part ça, écoutez, c'est une SN30 Pro. Hein, il n'y a que le thème couleur qui change. Et la présence du bouton Xbox ici au milieu. Mais c'est toujours une aussi belle manette. 8-bit Do n'a pas eu besoin de réviser sa copie. Elle était déjà nickel de toute façon. Et voilà, donc je ne vais pas me répandre trop longtemps hein, sur la qualité des contrôles. Vous savez que 8-bit Do c'est top, ça répond vraiment au quart de tour, le stick super confortable, aucun problème là-dessus, les boutons font pas de bruit louche ou de choses comme ça. On a vraiment l'impression de tenir une manette de Super Nintendo modernisée pour le 21e siècle, hein, c'est vraiment impressionnant. Pas de latence non plus, c'est vraiment impeccable. C'est absolument nickel. Par contre, petit truc, mais ça, bon, c'est le concept de la manette qui veut ça, mais quand vous avez un grand smartphone comme ça, forcément qui pèse un certain poids, le fait de ne pas avoir de poignée de préhension, bah, ça fait pencher évidemment désespérément la manette vers l'avant comme ça. Hein. Le poids du smartphone entraîne un peu la manette vers le haut, ce qui peut être fatigant un petit peu à la longue, je pense, sur les longues sessions de jeu. C'est pour ça que cette manette a l'avantage d'être moins chère qu'une manette de Xbox, donc pour les petits budgets, ça peut être une bonne alternative si vous voulez pas faire de compromis sur la qualité. Par contre, si vous voulez le confort ultime, je vous recommande quand même plutôt la vraie manette Xbox, plus un grip compatible pour les smartphones, ça existe, hein, ça s'achète, pour clipser sur votre manette de Xbox, la vraie. Vous aurez un meilleur confort sur les longues sessions de jeu, parce que là, avec le poids du smartphone, c'est fatigant de toujours compenser et de tirer la manette un petit peu vers l'arrière. Et c'est parti donc pour le dernier objet de ce trio de test, le Snowgun de chez Gameser, qui n'est pas une manette, mais un refroidisseur pour votre smartphone. Il y a bien un stick, mais en fait c'est juste un truc qui appuie sur l'écran, il n'y a pas de bouton ou de technologie de manette dans ce truc-là, c'est juste un grip et un système de ventilation avec un pad thermique qui vient se coller à l'arrière de votre smartphone pour l'aider à ne pas surchauffer, j'imagine. J'ai quelques doutes sur ce produit, à vrai dire. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. J'ai presque envie de dire que c'est pas tant le smartphone que moi, finalement, qui était un peu refroidi par ce produit. Mais attendons de voir. Hein. Pour juger sur pièce de l'efficacité de ce produit, je vais prendre un smartphone, lancer un test qui fait travailler le Proco à fond les ballons. Ça va me permettre de faire chauffer le téléphone et de voir s'il y a une différence sans l'objet et avec l'objet. Je vais d'abord faire le test avec, ensuite faire exactement le même test sans, et on verra si la température monte plus haut sans qu'avec. Et si c'est le cas, c'est que ce produit a vraiment un intérêt. Allez, on va d'abord procéder au déboîtage. Alors on n'est plus chez 8-bit Do là, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre à l'intérieur, mais je prédis un plastique noir sur le dessous et un plastique transparent sur le dessus. Alors on va voir si j'ai raison. Je suis trop fort. Bon, ok, j'avais triché, j'avais regardé avant, évidemment. Hein, je m'assure toujours notamment qu'il ne manque rien dans les boîtes avant de démarrer les tests. Donc, sous la cale de plastique, nous avons un petit sachet qui contient une planche de stickers de chez Gameser. Toujours aussi sympa, hein, le packaging chez Gameser. Ils sont plutôt généreux à ce niveau-là, donc ça, c'est très cool de leur part. On a bien sûr le petit manuel d'utilisation. Enfin bon, le truc n'est vraiment pas très technologique. Hein. Vous allez rapidement comprendre comment ça fonctionne. On a une petite carte de satisfaction. Voilà. Hop, ça vous connaissez par cœur tous ces machins-là. On a le triangle de quality check qui a été certifié par numéro 8. Très bien. On a le fameux stick
analogique qui en fait est juste un machin qui va venir toucher votre écran. Mais c'est pas mal fait, hein, ça revient bien au centre et tout. Je me demande si ça va vraiment bien marcher, on va voir. Et bien sûr, nous avons le petit câble de recharge qui n'est pas logoté Gameser, j'ai l'impression, non. Mais par contre, qui est de très belle qualité, un peu au toucher silicone, de belle longueur aussi. Et c'est de l'USB type C. Ce câble est absolument indispensable parce que l'objet doit fonctionner câblé. Il n'y a pas de batterie dans cet objet. C'est pour ça que je vous disais que j'avais été un peu refroidi, parce que, grosso modo, c'est bien hein, de refroidir le téléphone, mais si vous avez un fil à la patte en permanence, ça risque en plus de vous gêner cet objet à brancher votre téléphone au secteur, hein, même s'ils ont fait, vous voyez, des ouvertures sur les côtés pour passer des câbles, j'imagine. Et puis même si c'était pas le cas, ça vous fait 2 câbles à brancher, celui du téléphone plus celui de ce truc-là. Ça fait beaucoup de petites contrariétés pour un machin comme ça. Mais bon, ne jugeons pas trop vite sur facture. En tout cas, l'objet, lui, il est vraiment super beau. Le plastique est de super qualité. Le système de ressort est vraiment nickel aussi. Ça fait solide, hein, ça fait pas de chip du tout. Donc ici, on voit le pad thermique qui va se coller à l'arrière du téléphone. Et de ce côté-ci, on voit le ventilateur qui va refroidir un système complexe à l'intérieur de refroidissement, puisqu'il y a une plaque de cuivre sous ce pad thermique, et sous cette plaque de cuivre, il y a une plaque de peltier, c'est-à-dire une plaque qui d'un côté chauffe, le côté où il y a le ventilateur, c'est pour ça que le ventilateur est là pour le refroidir, et de l'autre côté de la plaque de peltier, ça gèle, il fait très très froid. Pas au point évidemment de geler votre téléphone, mais en tout cas suffisamment normalement pour le refroidir nettement en dessous de sa température de fonctionnement sans l'objet. Donc est-ce que ça va marcher ou pas? On va voir ça dans un instant. Notez qu'il y a une petite patte ici pour le faire tenir vertical, ce qui n'est pas idiot parce que comme le truc de toute façon est supposé marcher en filaire, vous pourriez être effectivement amené à poser votre téléphone et à jouer avec une manette, une de celles que je vous ai présentées juste avant par exemple. Donc pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Mais bon, le fait d'être obligé d'être fil à la patte plutôt que, je sais pas, d'avoir une batterie à l'intérieur, moi personnellement, ça me saoule un petit peu. Voilà ce que donne l'objet une fois que vous avez clipsé votre smartphone dessus. Vous pouvez avoir le fameux stick analogique en fait, qui vient juste mettre un petit machin type stylet tactile hein, sur la surface de l'écran, et puis vous avez un ressort qui ramène le truc au centre. C'est pas beaucoup mieux que d'avoir juste son doigt sur l'écran, mais bon, si vous aimez bien le feedback que ça donne, pourquoi pas, vous pouvez utiliser ça plutôt que votre doigt, ça fonctionnera. Après, si vous voulez pas, vous pouvez le relever, c'est articulé, hop, c'est pas mal, comme ça gêne pas trop. C'est bien foutu en tout cas, ça s'oriente en hauteur sur quelques millimètres, comme ça. Voilà, donc on peut le mettre plus ou moins haut par rapport à son écran. Et j'imagine que ça fait le taf pour les FPS ou les trucs comme ça, même si j'aurais bien aimé qu'ils en mettent un de chaque côté, il n'y en a que sur le côté gauche, bon, voilà, donc si vous voulez contrôler la caméra, il faudra utiliser votre doigt cette fois-ci. J'imagine que c'est moins grave, que ça a besoin de moins de précision, je ne sais pas trop. En tout cas, mon protocole de test va être très simple. Je vais lancer un stress test CPU, que voici. Pendant 100 minutes, ça devrait suffire, sur le smartphone avec l'appareil en fonctionnement, et on relèvera les températures. Alors malheureusement, j'ai pas de logiciel qui permet de relever les températures dans ce téléphone-là, donc on va faire ça à l'ancienne avec un thermomètre sans contact spécialement conçu pour ça. Voilà. Hein, juste à appuyer comme ça et je pourrais avoir les températures. Alors j'essaierai de mesurer les températures au dos du smartphone, à l'endroit où il y a le meilleur contact avec le pad thermique. Je n'ai pas encore enlevé l'opercule de protection, hein. Je vais le faire vraiment au dernier moment pour avoir les meilleurs résultats possibles. Je vais d'abord donc lancer ce stress test avec l'appareil, on mesurera la température, et je ferai exactement la même chose sans l'appareil pour voir si les températures montent ou si elles restent les mêmes. Si elles montent, c'est que cet objet fait son travail. Si elles ne montent pas, c'est que ça ne sert pas à grand chose. On va voir. Voilà, donc là vous pouvez voir l'appareil fonctionner. Hein, vous voyez, il y a un petit ventilo RGB qui change de couleur ici à l'arrière, qui fait un bruit plutôt raisonnable, on va dire, on ne l'entend pas excessivement. Donc voilà, je vais lancer le stress test, et puis, je vais le mettre par défaut, je ne sais pas pourquoi il m'a mis cet écran-là, voilà. Donc je vais lancer le stress test, et puis le laisser tourner 5 minutes dans cette configuration-là. Voilà, là j'ai mis une power bank hein, pour alimenter le truc. Et puis dans 5 minutes, je mesure la température et on regarde ensemble ce que ça donne. C'est parti. Voilà, donc là ça fait 5 bonnes minutes que le truc tourne, 5 minutes 35, même si j'en crois le timer sur ce petit ventirad. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais
immédiatement détacher le téléphone du support refroidissant et je vais mesurer la température à l'arrière. Alors, allons-y. Hop là, voilà. Il faut que je sois rapide, sinon il va avoir le temps de refroidir. Et je mesure une température de 21,2 degrés, avec un maximum qui a plafonné à 24. Donc on va retenir ce chiffre-là, 24 degrés. C'est vrai que c'est comme si le téléphone n'avait pas chauffé du tout. C'est plutôt engageant, mais est-ce que, sans rien mettre, on obtient un moins bon résultat ou pas? On va voir ça tout de suite. Voilà, donc là, le téléphone est en train de tourner sur exactement le même test, mais sans être fixé sur le grip. Hein. Le grip, je l'ai laissé tourner, il est toujours alimenté, et je vais faire une petite expérience pendant que le test Proco tourne sur le téléphone sans le socle. C'est que je vais mesurer la température de la table, et puis ensuite celle de la surface du pad thermique sur l'appareil de chez Gamester, pour voir s'il y a une réelle différence de température déjà, en mesurant comme ça. Donc je fais ma mesure de la table, allons-y, hop, voilà. On a une température de 21 degrés, à peu près, un petit peu plus, 21,2. Température ambiante de la pièce, c'est exactement ça. Il fait beau en plus aujourd'hui dehors, donc il fait quand même assez chaud dans la pièce. Et maintenant, je mesure la température sur le bidule, vous voyez, hop, et j'obtiens une température de, regardez ça, c'est quand même assez impressionnant, 6,4 degrés. Ça fait quand même une sacrée différence entre la table et l'objet. 6,4 degrés, c'est même particulièrement froid. Les plaques de Peltier sont des systèmes de refroidissement très efficaces, et en plus, comme ils ont mis un pad thermique par-dessus, forcément, on a vraiment une baisse significative de température sur la surface ici. Maintenant, est-ce que cette baisse de température profite réellement au smartphone ou pas, vu que c'est simplement posé sur la surface arrière? J'imagine que les résultats dépendront des différents smartphones, mais on va déjà pouvoir faire la mesure ici sur le mien et voir s'il y a une différence ou pas. Voilà, donc là, en atteste le timer sur l'application. Le test tourne depuis 5 minutes 30. Je vais stopper le test, hop, et je vais faire une mesure de température à l'arrière du téléphone avec mon thermomètre, hop là. Et on obtient très exactement cette fois-ci 32,1 degrés. Donc, effectivement, ce refroidisseur a une action indéniable sur le smartphone et sur ses performances aussi, parce que si vous regardez le graphique, il était tout le temps dans le vert en utilisant le refroidisseur, et là, on est quand même arrivé dans le jaune, voire même par certains moments dans le orange, sur ce graphe, jamais dans le rouge, parce que j'imagine que Xiaomi a mis un bon système de refroidissement dans son smartphone, mais il y a quand même eu du throttling, on voit qu'on a eu de la baisse jusqu'à, vous voyez, le processeur ne tournait plus qu'à 66% de ses performances maximum, donc il y a eu un tiers de perte de perf. Donc voilà, si vous voulez vraiment avoir de manière constante des perfs maximales sur votre smartphone, cet objet n'est pas bidon. Maintenant, je le répète, la contrariété, c'est que vous allez devoir faire fonctionner ce truc-là avec votre power bank ou votre chargeur de smartphone branché au secteur. Pas très pratique donc, surtout qu'en général, si vous voulez avoir les meilleures performances possibles, il faut brancher aussi votre smartphone. Ça fait 2 trucs à brancher sur une prise. Des fois, je me demande si vous feriez pas mieux de jouer carrément sur un ordinateur dans ce cas-là. Mais bon, si vous avez un jeu mobile auquel vous tenez beaucoup et que vous voulez vous assurer d'avoir tout le temps sur ce jeu des performances ultimes, c'est un objet qui fera le taf, clairement. Maintenant, petit problème, évidemment, le pad thermique là-dessus, au bout d'un moment, deviendra sale et il faudra le changer. Vous pouvez toujours recoller à chaque fois le petit film fourni dessus pour essayer de préserver sa propreté au maximum. Mais bon, c'est une technique qui aura ses limites et c'est pas évident de le changer. Je peux vous le dire parce que, en fait, j'ai démonté l'objet pour vous montrer l'intérieur. D'ailleurs, je vais vous mettre une photo. Comme ça, vous pouvez voir la fameuse plaque de Peltier. Vous voyez, c'est pas du bidon. Mais enlever ce pad, le décoller, ce sera destructif. Donc le remettre ne sera pas forcément évident. Bon, moi ce que j'ai fait en fait, c'est j'ai gardé ce truc-là, j'ai racheté un pad 5 x 5 cm, ça coûte 8 € sur Amazon. Vous collez ça par-dessus, et puis vous coupez avec des ciseaux, comme ça vous avez la bonne forme. C'est pour ça que je vous encourage vivement à garder ce truc-là. Et puis après, entre chaque usage, toc, vous recollez votre machin, et vous pourrez préserver votre refroidisseur le plus longtemps possible.
Ça fait pas mal de petites contraintes pour un machin comme ça, mais bon, j'imagine que si vous êtes un core gamer et que vous voulez absolument pas perdre la moindre frame de vos jeux mobiles les plus exigeants, pourquoi pas. Et bien voilà, ainsi s'achève ce trio de tests spécial gaming à l'occasion des 12 ans d'AliExpress. Un énorme merci à eux de m'avoir envoyé ces 3 objets. J'ai adoré faire ce trio de tests parce que les 3 objets étaient atypiques, en particulier ces deux-là. Et ces deux-là m'ont très agréablement surpris. Bon, cette manette-là, vous pouvez l'oublier pour Smash Bros, mais pour plein d'autres jeux, elle sera amplement suffisante. Et ce refroidisseur fait très bien le café. Certes, il faut le brancher au secteur, j'imagine que la plaque de Peltier était trop énergivore pour une batterie, mais le résultat est là, et c'est bien tout ce qui compte. Ce sont 3 objets en tout cas hyper sympas. Une nouvelle fois, je renouvelle mes remerciements à AliExpress pour cette chouette découverte de ces 3 objets, et je vous dis à très bientôt pour le test du fameux robot qui nettoie les vitres. Enfin un esclave pour la pire corvée de la maison, ça va faire du bien quand même. Et bien voilà, c'était le test de ces 3 objets gaming envoyés par le site AliExpress. Je suis un petit peu plus dubitatif sur le 3e, mais c'était néanmoins 3 super objets, qui étaient tous les 3 très sympas et qui plairont tous les 3, j'en suis certain, aux gamers en herbe que vous êtes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!